Bonjour à tous, je vous propose la correction de l'exercice 2 du TD sur les exercices de révision de SUP en chimie organique. Alors, ça nous permettra de gagner un petit peu de temps, puisque la plupart avaient préparé cet exo. Donc, petite précision avant de démarrer, je vais faire des copies d'écran également, pour ceux qui auraient déjà tout cherché, qui veulent juste vérifier rapidement les résultats. Donc, la vidéo va surtout servir, en fait, pour ceux qui ont besoin un petit peu de revoir les explications. Alors, la question 1, si vous vous rappelez bien, on avait exactement la même question dans le chapitre 0, exercice 3, qui était tombé, où d'ailleurs on avait revu l'influence de la conjugaison sur la force des liaisons et donc sur les nombres d'ondes. Donc je vous invite à aller revoir cette question qui est type où on comparait les électrophilies, d'une part, et puis d'autre part, on interprétait un petit peu les nombres d'ondes. Donc moi je vais passer directement à la question 2. Donc dans la deuxième question, on vous demandait de rappeler le principe de la chromatographie sur couche mince et des deux composés 1 et 2, lequel migre le plus rapidement sur la phase stationnaire. Donc la chromatographie sur couche mince, c'est une technique de séparation des constituants d'un mélange qui repose sur la différence d'affinité de ces constituants à l'égard de deux phases. La phase stationnaire, donc la phase stationnaire, en fait, c'est votre plaque que vous utilisez. Donc très souvent, c'est de l'alumine recouvert de silice. Donc silice, je vais mettre souvent. D'accord. Et donc la silice, en fait, en surface, vous avez des groupements silanol, donc des siliciums liés à des oxygènes comme ça, et qui vont présenter aussi en surface, voilà, des groupements OH. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe silanol. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la silice que vous avez en surface, elle est polaire protique. Voilà. Donc, je reviens sur la technique, je m'étais coupé en milieu de phase, en deux phrases, je crois. On a aussi les interactions avec une phase mobile. Donc ça, c'est l'éluant, c'est un solvant ou un mélange de solvants, et on va le choisir en fonction de sa polarité, de sa proticité. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on détaillera complètement cette technique en séance de travaux pratiques. Alors quand même, on doit répondre à la question des deux composés 1 et 2, lequel migre le plus rapidement sur la phase stationnaire. Donc déjà, pour ça, il faut rappeler la structure des deux composés, donc je vais les redessiner. Donc le composé 1, c'était celui-là. Et donc, on traitait avec NaBH4, on avait vu qu'il n'y avait que l'acétone non conjuguée qui était réduite. Donc on arrive à ceci. Ce qui fait que dans le composé 1, on a un groupe cétone, et dans le composé 2, on a un groupe alcool. Là, ce qu'il faut regarder, c'est les interactions avec la phase stationnaire. Donc en fait, plus un constituant va être polaire protique, plus il va interagir fortement avec la silice, et donc moins il va migrer rapidement. Donc comme l'acétone, elle est polaire mais aprotique, elle n'est pas donneur de liaison hydrogène, et que l'alcool est polaire et protique, puisque là il porte un H qui peut faire des liaisons hydrogènes, l'alcool va interagir plus fortement avec la silice, que l'acétone. Donc pour les vitesses de migration, ça fait que l'acétone 1 va avoir une vitesse de migration supérieure à l'alcool 2 parce qu'il est plus retenu par la phase stationnaire. Ensuite, je passe à la troisième question. Alors, attendez, je ne vais pas faire comme ça en fait. Hop. Pour vous faire les copies d'écran, donc voilà, on va faire comme ceci. Troisième question. Donc on vous demande de donner la configuration électronique fondamentale du silicium. Donc le silicium, vous devez connaître les trois premières lignes de la classification, il est en dessous du carbone, donc ça nous donne du 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Et donc ici on a les électrons de valence. Donc on va avoir une réactivité qui est similaire
carbone puisqu'ils sont dans la même famille. Donc on vous demande la polarisation de la liaison silicium-chlore. Donc là, bien évidemment, comme le chlore est plus électronégatif que le silicium, on a une charge partielle négative sur le chlore, charge partielle positive sur le silicium et un moment dipolaire permanent pour la liaison silicium-chlore qui est orientée du chlore vers le silicium. Quelle est la famille analogue à la famille des silanes à laquelle appartient le chlorure de terbutyl-diméthylsilyle? Bon, bah là, clairement, si on remplace donc les silanes, les chlorosilanes, pardon, ça va donner quelque chose comme ça. D'ailleurs, il y a une structure qui est donnée dans l'énoncé. Si vous remplacez le silicium par un carbone, bah vous avez des halogénoalcanes. Donc la famille dont on parle, ce sont les halogénoalcanes. Et puis maintenant, on vous demande un mécanisme pour la formation de 3. Alors là, très clairement, on vous invite à prendre le chlorosilane comme un analogue d'halogénoalcane, donc on va faire des raisonnements similaires. Alors, bien évidemment, ce qui réagirait avec un chloroalcane ici, c'est le groupement alcool. Donc je vais simplifier la molécule 2 en disant que la molécule 2, je vais la noter R1, je fais apparaître le groupe alcool, et puis ici R2. Voilà, donc je note en fait le groupe alcool secondaire. Et puis donc ça doit réagir avec... oulala, qu'est-ce qu'il me fait? Ce constituant-là. Alors ici, vous remarquez qu'on a aussi une molécule azotée, donc je vais la recopier, c'est l'imidazole, qui doit vous faire penser un peu à la pyridine. En fait, elle a le même rôle, elle va jouer le rôle de base. Alors, on peut se poser la question, du coup, de se dire, bon, alors que je la représente correctement quand même, hop. On peut se demander si elle va servir à faire une réaction acido-basique d'entrée de jeu avec l'alcool. Alors en fait, non, puisque si on regarde les pKa, le pKa de cette base, il va être comme pour la pyridine de l'ordre de 7, et le pKa du couple alcool-alcoolate, on a dit qu'il était de l'ordre de 17. Par conséquent, d'entrée de jeu, il n'y aura pas de réaction acido-basique puisque la constante d'équilibre est de l'ordre de 10-10. Donc elle jouera son rôle de base dans un second temps. Du coup, on doit commencer par une substitution nucléophile entre l'alcool qui joue le rôle de nucléophile et le silicium qui joue le rôle d'électrophile. Si on raisonne, alors là il y a plusieurs réponses possibles, mais si on raisonne par analogie avec les halogénoalcanes, on se dit qu'on a ici un composé tertiaire. Donc on aurait plutôt tendance à proposer un mécanisme de SN1. Donc c'est ce qu'on va faire. Toutefois, en fait, le silicium il est beaucoup plus gros que le carbone, donc ce serait correct en fait, de dire que l'encombrement est moins sensible et de proposer une SN2. Voilà, alors ici on va proposer un mécanisme de type SN1. Dans ce cas-là, je vais avoir départ du chlore. Alors là, je vais directement écrire ici. Donc on élimine le chlorure. Voilà, du coup, je vais avoir ici l'alcool, plus le silicium ici qui porterait une lacune. Et donc dans un second temps, on va avoir l'oxygène qui vient s'additionner. Comme ceci. Donc l'oxygène a une charge positive. Et donc, dans la dernière étape, là, on aura une réaction acide-base. Donc c'est là que l'imidazole va intervenir. Alors attendez que je ne le fasse pas n'importe comment. Ah bah oui. Hop, il y a une double liaison ici et une là. Voilà. Bon, donc là, on avait vu une fois que c'était cet azote le plus basique, honnêtement, peu importe lequel vous choisissez, on pourrait proposer un mécanisme avec de la pyridine. Donc là, vous allez avoir ce composé-là, plus l'acide conjugué de l'imidazole. Et voilà. Donc ici, si on avait pris un chloroalcane, eh bien on aurait fait en fait plutôt une synthèse de Williamson pour former un hétéroxyde.
Donc là, on n'a pas un hétéroxyde, on a formé ce qu'on appelle un éthersilylé. Il trouve que c'est une méthode de protection des fonctions alcool, en fait. Alors, vous n'avez pas forcément à connaître cette réaction. En fait, vous avez juste à faire comme je l'ai fait ici, raisonner par analogie avec le carbone qui se trouve au-dessus. Et en général, les questions seront relativement guidées. C'est-à-dire que le programme dit que vous devez déjà avoir vu ce type de réactif, mais il n'y a aucune connaissance exigible dessus. Donc, pas d'inquiétude. Passons à la question numéro 4. Donc là, on vous demande la structure du composé 4, le mécanisme de sa formation, et puis en quelle quantité on met la PTS. Alors j'ai l'impression que je ne vous ai pas remis la structure de la PTS, bon, même si on l'avait vu en cours, parce que vous êtes censé savoir à quoi ça ressemble, mais pas le connaître par cœur. Donc la PTS, je le rappelle, c'était l'acide paratoluène sulfonique, on l'a vu hier. Voilà. Donc c'est un acide fort et soluble en solvant organique. D'ailleurs, pour voir que c'est un acide fort, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une ressemblance avec l'acide sulfurique, H2SO4, si vous regardez bien. Vous avez cette structure-là. Et en fait, la seule différence, c'est le OH qui est ici, qui est remplacé par un toluène dans la PTS. Ce qui permet de passer d'un composé ici qui va être hydrosoluble et dans lequel il y aura toujours de l'eau, à un composé organosoluble, c'est une poudre blanche sans eau. Bref, on a à peu près la même force d'acide, mais des avantages avec la PTS. Donc ça va être le catalyseur. Du coup, on va le mettre en quantité catalytique. C'est juste ça la réponse attendue. Donc quantité catalytique, ça ne veut pas dire que c'est très précis, mais en gros, on pourrait dire peut-être 1/10 d'équivalent pour mener à bien la transformation. Maintenant, voyons le mécanisme. Alors, il s'agit d'une acétalisation. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le composé 3, je vais le noter comme étant un groupement cétone. Enfin, une cétone. Voilà, alors je vous rappelle que dans l'acétalisation, il y a deux alcools qui réagissent avec une cétone. Les alcools jouent les rôles de nucléophile, l'acétone le rôle d'électrophile, et puis la PTS, comme c'est un donneur de protons, H+, et que H+, est un électrophile, il va activer l'électrophile. N'oubliez pas que le catalyseur, de façon générale, vous le ferez intervenir dans la première étape et vous le régénérerez dans la dernière étape. Donc pour l'activation électrophile, ici on va protoner l'atome d'oxygène. Donc la première étape, c'est une réaction acide-base. Alors là, je vais détailler un peu, comme on n'a pas revu en cours, je vais prendre le temps de bien réécrire ce mécanisme. Donc là, on va avoir cette structure-là, qu'on peut écrire sous deux formes mésomères. Comme ceci. Ce qui est important de voir, alors si par exemple je raisonne sur la première forme mésomère, c'est qu'ici, l'oxygène, il se mange une charge plus. Donc déjà, l'oxygène est inductif attracteur, mais avec la charge plus, il va être inductif attracteur très fort. Donc il va activer davantage l'électrophilie du carbone. Pour le dire autrement, si ici j'avais une charge partielle que je notais delta+, ici je pourrais dire que j'ai un delta++. D'accord? Donc l'électrophilie qui a été activée in situ, puisque tout ça, ça se fait dans le milieu. Ensuite, je vais écrire la deuxième étape. Alors oui, petite parenthèse, tant qu'on y est. Entre les deux formes mésomères A et B, je vous lise des petites infos, c'est gratos. Une question que j'aime bien vous poser, c'est quelle est la formule mésomère qui a le poids statistique le plus fort? Intuitivement, on peut se planter parce que on pourrait avoir tendance à dire que le carbone est plus enclin à porter une charge positive que l'oxygène, et donc c'est la forme B. Sauf que rappelez-vous, si on utilise les règles de la mésomérie, on va d'abord regarder l'octet. Donc ici, tous les atomes respectent la règle de l'octet, alors que dans B, le carbone ne respecte pas l'octet par défaut. On le voit avec sa lacune. Donc la forme de plus fort poids statistique est la forme A. Voilà. Bon, vous pouvez continuer à écrire le mécanisme avec l'une ou l'autre des deux formes. Moi, je vais continuer d'écrire avec la forme A. Donc c'est parti, je vais avoir R1, R2, OH+. Donc j'ai mon électrophile activé. Puis en face, le nucléophile. Donc là, je fais apparaître
l'éthane de diol. Et donc la deuxième étape du mécanisme, c'est une addition nucléophile. Donc j'ai un atome d'oxygène qui va se lier au carbone. Ici, comme le carbone doit respecter l'octet, je suis bien obligé de remonter un doublet ici. Et je vais arriver à un intermédiaire suivant dans lequel le carbone central est tétraédrique. Voilà. Hop, et ici on a OH qui est comme ceci. Bien, une fois que ça c'est fait, alors ce qu'il faut voir, c'est que dans l'acétalisation, on forme une molécule d'eau. Donc pour former votre molécule d'eau, il faudra faire partir ici ce groupement-là. Sauf que H-, rappelez-vous, c'est un mauvais groupe partant, il faudra donc d'abord l'activer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, ici, l'oxygène va relâcher son proton. Et ce proton pourra ensuite être capté, donc là c'est une réaction acide-base, par l'autre OH pour former un bon groupe partant. Voilà. Plus H+. Alors là je vais descendre un chouille. Hop. Donc là on va avoir réaction acide-base donc pour activer le groupe partant. Ce qui va vous donner R1CR2. OH, pardon, c'est pas OR. Voilà. Donc là, vous avez un bon groupe partant. Alors ensuite, qu'est-ce qui doit se passer? On va avoir cet oxygène qui doit venir s'additionner sur ce carbone et éjecter ce groupe partant. Autrement dit, c'est une substitution nucléophile. Donc là, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est une SN1 ou SN2. Si vous regardez le carbocation qu'on peut former ici, il va être fortement stabilisé par l'effet mésomère de l'oxygène. Donc, ce qui est plus logique d'écrire, c'est une SN1. Donc d'abord, départ du groupe partant, ce qui va donner un carbocation assez stable, et ensuite addition de l'oxygène. Donc on va faire les choses correctement. Donc vous commencez par une élimination de la molécule d'eau. Donc je vais mettre moins H2O ici. Et ensuite, je forme le carbocation. On enchaîne avec l'oxygène qui s'additionne sur le carbone. Voilà, et puis enfin, une ultime étape acido-basique qui va permettre de régénérer le catalyseur. Et d'obtenir l'acétal. On peut préciser que le catalyseur est régénéré. Bien, on va maintenant passer à la question 5. Alors, question 5, en fait, on va presque la sauter. Bon, expliquer le principe, dispositif expérimental, intérêt d'un chauffage à reflux, quel élément de verrerie particulier peut-on utiliser et dans quel but? On le verra en détail en TP. Toutefois, je vous rappelle que la réaction d'acétalisation, elle est athermique. Alors, on n'a pas encore vu le cours de thermo, c'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans le détail, mais athermique, ça veut dire qu'elle ne libère pas d'énergie thermique et qu'elle n'absorbe pas d'énergie thermique. Et il y a une conséquence de ça qu'on verra, qui est une conséquence de ce qu'on appelle la loi de Van 't Hoff, qu'on verra dans le cours de thermodynamique, qui est que la constante d'équilibre de la réaction, donc qu'on notera K standard de T, justement, ne dépend pas de la température dans le cas d'une réaction athermique. Ce qui fait que si vous chauffez à l'aide d'un montage de chauffage à reflux, ce n'est pas du tout pour favoriser thermodynamiquement la réaction, mais c'est pour la favoriser cinétiquement. Donc le rôle du montage, c'est d'accélérer la transformation chimique. Ce qui est très souvent le cas en fait. Et puis, il y a un élément de verrerie supplémentaire qu'on vous dit pouvoir utiliser. Là, je pense que vous avez tous deviné qu'il s'agit du tube décanteur de Dean Stark, dont on reparlera également plus loin dans le cours de spé. Donc je ne m'attarde pas trop là-dessus, sinon la vidéo va être très longue.
Donc question 6. Alors l'ARMN. Donc dans les conditions de la réaction, le composé 4 n'est pas isolé, il se transforme spontanément en son isomère 5 dont le spectre ARMN ne présente entre 5 et 6,8 ppm un seul signal, 5,3 parties par million, avec un triplet. Donc un triplet, ça vous donne un pic comme ça, un pic comme ça, un pic comme ça, avec des intensités 1, 3, 1. D'intégration 1. Bon, alors là, ce qu'il faut comprendre, si vous regardez l'étape, c'est que 5,3 ppm, c'est ce qu'on appelle un proton éthylénique, c'est-à-dire porté par un carbone dans une double liaison. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, triplet, bah, ça veut dire que ce carbone, finalement, qu'on a, qui est lié à une double liaison, il va être tout de suite derrière lié à un CH2. Donc c'est ça qui va donner, via le couplage, un triplet. Et puis un H, hein, c'est pour dire qu'il est tout seul, donc là-dessus, pas de problème. Donc si vous regardez la structure de votre composé 4, et ben effectivement, le proton qu'on a, le proton éthylénique qu'on a, il couple avec personne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en milieu acide, on va avoir une isomérisation. Donc là, bon, ce n'était pas une question facile du tout. Donc je vais représenter à nouveau le composé 4. Voilà. On a la double liaison normalement qui est ici. Et puis ici, on a O et puis TBS. On va le noter. Voilà, ce qui se passe, c'est que dans le composé 4, votre proton, il est ici. Donc si vous regardez bien, le couplage à travers 3 liaisons, bah, 1, 2, ici il n'y a pas d'hydrogène, donc il n'y a pas de couplage. Donc là on aura un singulet. Donc en fait ce qu'on doit comprendre, c'est que la double liaison s'est déplacée à cause du milieu acide. En l'occurrence elle ne peut aller que là. Alors on verra après parce que je vais peut-être vous montrer un petit mécanisme. Hop. Là on a OTBS. Et du coup vous voyez que le proton qui est ici, bah, si on regarde, il peut coupler avec les deux protons qui sont là. Voilà, donc là on aura bien le bon signal pour ce proton éthylénique qui va faire une intégration pour 1H vers 5 ou 6 ppm et qui va coupler avec ces deux-là, donc qui va faire un triplet. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Après on peut essayer de proposer un mécanisme. Alors pour ça je vais simplifier la molécule. Bon, c'est clairement une question qui n'est pas simple au niveau où on est, mais, parce qu'on n'a pas encore fait vraiment de la réactivité des alcènes. Vous verrez que quand on aura fait le chapitre 1, ça sera un peu plus intuitif. Donc là, il ne faut pas trop vous angoisser si cette question vous paraît difficile. Par contre, il faut essayer d'avoir compris quand même le signal RMN. Ça, c'est important. Alors, je vais le faire dans un cas très simple, hein, c'est-à-dire que je mets un alcène comme ça en milieu acide. D'accord? Et puis, on va mettre ici des constituants juste pour la forme et puis pour voir que ça peut le stabiliser. Donc, en fait, je peux imaginer qu'on protonne l'alcène comme c'est un nucléophile et que le H+ est électrophile. Du coup, ça conduira à la formation d'un carbocation. Donc, je vais prendre le carbocation le plus stable, c'est-à-dire que si le H va de l'autre côté, ce carbocation est trop instable. Et puis ensuite, on peut relibérer un autre proton, donc par exemple celui-là, hop, pour reformer une double liaison. Voilà. Donc, vous voyez que finalement, le proton a joué le rôle de catalyseur, et puis la double liaison, elle a bougé d'un cran, et donc c'est comme ça qu'on isomérise un alcène. En général, ça peut se faire quand l'alcène va être plus stable, c'est-à-dire que ici on voit qu'on a un alcène monosubstitué, ici on a un alcène trisubstitué. Or on avait dit que, en l'absence d'effet mésomère, un alcène est d'autant plus stable qu'il est substitué. Donc, quand vous êtes dans un milieu acide, on peut avoir des isomérisations d'alcènes. Voilà. Toutefois, vous n'êtes pas forcé de retenir cette information. Voilà, je ne vais pas corriger la question supplémentaire que j'ai posée pour les 5,5 parce que je pense que c'est déjà assez long comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de ce format et puis surtout, posez vos questions. S'il y a des points qui ne sont pas clairs ou qui doivent être repris lundi pendant le TD, n'hésitez pas. Bon week-end!